Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, on trouve donc à peu près 4000, un peu plus de 4000 espèces minérales. Ces espèces minérales ont chacune leurs caractéristiques physiques et chimiques, et l'une des caractéristiques physiques les plus connues est la dureté. La dureté ne correspond pas à quelque chose que l'on prend à la main et que l'on casse à la main, comme c'est le cas ici. Ce n'est pas non plus mesuré en fonction d'un choc que l'on va donner sur un minéral. La dureté est mesurée simplement par l'effet de rayure d'un corps sur un autre. Alors c'est à l'époque où la minéralogie, la cristallographie mathématique était encore balbutiante, mais on avait remarqué que certains corps pouvaient rayer d'autres. Alors je vais prendre une roche que tout le monde connaît sans la connaître, et qu'on utilise très souvent, le talc. Le talc, quand on le caresse, est très 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 doux, et on se rend compte qu'avec un ongle, en rayant la surface du talc, avec l'ongle, on obtient une trace blanche relativement profonde, ce qui signifie donc que l'ongle a une dureté supérieure au talc. Alors un certain monsieur Mohs a créé une échelle relative de dureté chez les minéraux. Cette échelle relative va de 1, le talc, jusqu'à 10, le diamant. Ici, j'ai un diamant noir. Alors, il a fallu faire des essais multiples pour essayer de comprendre quels étaient les minéraux qui étaient les plus durs par rapport aux autres. Et ça a donné cette échelle qui, en français, mnémotechniquement, vous dit « ta grosse concierge folle d'amour, ose quémander tes caresses divines ». En gros, ta, c'est le talc, gypse, le G, calcite, fluorite, apatite, orthose, quartz, topaze, corindon ou saphir rubis, comme vous voulez, diamant. Quand on dit échelle relative, cela signifie que la dureté entre un gypse et le talc, je vais faire le test, donc on voit bien que le gypse raye le talc. Si je fais le contraire, je laisse une trace blanche, d'accord, c'est mal foutu, bon, donc je raye le talc sur le gypse et je n'ai pas de résultat. Donc le gypse est plus dur que le talc, mais on sait qu'il est à peine une demi-fois plus dur que le talc. Par contre, la différence entre un diamant et un corindon, un rubis ou un saphir, est de l'ordre de 500 fois, d'où le nom d'échelle relative de Mohs. Mais ce n'est valable que pour des minéraux bien déterminés. Par exemple, la calcite donc, va rayer le gypse. On voit que la trace est fortement marquée, mais elle est aussi rayée par le diamant. C'est évident. Par contre, si je veux rayer avec le gypse la calcite, je n'ai aucun résultat, à part que ça laisse de la poussière parce que c'est le gypse qui s'use sur la calcite. Par contre, si je remonte dans l'échelle, au fur et à mesure, la calcite ne raye pas la topaze, et ainsi de suite. Bon. Maintenant, prenons le cas de quelque chose qui est un peu plus complexe. On va prendre le granit. Le granit est composé de feldspath, le voilà, est composé de quartz. On avait vu celui-là tout à l'heure. De quartz, qui se trouve en petits grains ici grisâtres, un petit peu de la couleur de celui qui est là, et de mica noir, le voilà. Donc ça signifie que ces trois minéraux, donc quartz, mica et feldspath, composent une roche que l'on appelle le granit. Quand on veut tailler du granit, ça signifie qu'il va falloir jouer avec la dureté du quartz, du mica et du feldspath. Donc il faut trouver un matériau suffisamment dur qui puisse permettre de rayer ou de façonner le granit
de manière aisée. Alors, je peux très bien prendre du quartz pour travailler le granit. Mais le quartz bien cristallisé ne résistera pas longtemps à ce travail-là. Donc il faudrait trouver un matériau plus dur. Par exemple, on va prendre sur l'échelle, donc on a du quartz, la topaze. Si je prends de la topaze, je vais la passer sur le granit et je me rends compte que je vais laisser une légère trace, mais qui n'est pas franchement évidente. Donc je peux essayer de trouver d'autres matériaux plus durs, le corindon, et là, j'obtiens effectivement une trace plus importante. Voire un diamant. Bon, là, j'ai monté un diamant brut sur une pièce d'acier. Et là, j'ai une trace beaucoup plus flagrante. Mais ce qui est intéressant de voir dans le tracé aléatoire que je viens de faire, c'est qu'en voulant tracer une ligne droite, mon trait s'est décalé et j'obtiens une ligne un petit peu fractionnée et un petit peu tordue. Ça veut dire que même pour obtenir un tracé propre au diamant, il faut que j'utilise des techniques avec des guides. Donc il faut que j'ai acquis une certaine technicité pour me permettre d'obtenir un tracé qui soit très propre. Au diamant, le tracé se fait parfaitement. Avec un corindon, c'est déjà beaucoup plus aléatoire et moins efficace. On voit bien que la rainure ici du saphir est moins profonde que celle du diamant. Donc si on veut travailler du granit et laisser des empreintes dans le granit, il va falloir jouer avec les différentes duretés des matériaux. Mais là, moi, je travaille sur un matériau qui est déjà scié, plané et poli. Mais quand il s'agit de démarrer sur un granit, ça c'est un granit d'Assouan, qui lui est un morceau brut ramassé dans la carrière, on voit qu'il est complètement uniforme et que se lancer dans des travaux sur un échantillon qui n'a pas de forme déjà préconçue est déjà beaucoup plus difficile. Donc, amener à ajuster des pierres comme ça dans les temples, c'est une grande prouesse. Le sculpter sous forme de statue monumentale, c'en est une autre. Et de cette prouesse d'attaque des matériaux, d'usure des matériaux, de découpe des matériaux, s'ajoute en plus le choix des matériaux, parce que trouver des morceaux monolithes, comme c'est le cas ici, mais qui est tout petit, mais des morceaux monolithes qui puissent faire 20, 30, 40 tonnes ou plus encore, reste encore de l'exploit. Parce que dans les carrières de granit, on ne trouve pas que des blocs qui soient parfaitement homogènes. Bon, maintenant ici on a deux variétés de granit. Un granit rouge de type Assouan, qui est ici, et un granit peut-être d'Assouan aussi, mais beaucoup plus noir, donc qui contient un peu de manière un peu plus importante donc de la biotite, c'est-à-dire du mica noir. La présence en masse de feldspath rend, on va dire, la dureté moyenne de ce granit donc aux alentours des feldspaths, c'est-à-dire aux alentours d'une dureté de 6. Ici, on a une forte proportion de mica. Disons on va faire descendre la dureté relative, mais tout est relatif, à environ 5. Mais il faut bien savoir qu'à partir du moment où on se lance sur la gravure ou la sculpture d'une pierre, à un moment donné, on va devoir rencontrer des minéraux plus durs comme le quartz. Donc il va falloir résoudre le problème du quartz. Dans cette gravure ici, qui est une hiéroglyphe relativement ancienne, on voit que les traits ne sont pas extrêmement propres, que les traits ne sont pas parfaitement rectilignes. Ils sont rectilignes, mais quand on les regarde de près, ils présentent donc pas mal de défauts. C'est-à-dire que ici, on a la sensation que les graveurs ont agi par glissement d'un matériau plus dur que le granit, ou que les minéraux du granit, et qui lui ont permis d'inciser la roche, comme on le voit ici. Par contre, quand on rentre dans des gravures comme celle-là, il a fallu faire un pré-tracé du dessin, et ensuite utiliser un burin et un marteau pour briser, cliver. Cliver, c'est-à-dire séparer les plans moléculaires d'un échantillon. Ici, je vais prendre un échantillon facile à cliver. Là, c'est un morceau de gypse. On peut le faire par percussion directe, c'est-à-dire utiliser un marteau, comme celui-là, et
on aurait simplement à taper dessus, sur la roche à sculpter, et progressivement, en réduisant les différents minéraux en poussière, comme c'est le cas ici, eh bien, on obtient donc la mise en relief des hiéroglyphes. Mais c'est un travail harassant et extrêmement long. Alors, dans un autre cas, on peut effectivement prendre des matériaux plus durs, comme le corindon, le grenat ou la topaze, et on peut marquer la présence, l'endroit où on veut pratiquer et fabriquer des hiéroglyphes. Voilà, là je suis en train de dessiner un hiéroglyphe. Et ensuite, utiliser donc, soit un marteau, un quartzite, taper sur les cristaux, les écraser et obtenir ça. En fait, on n'écrase pas simplement ces matériaux, on va les cliver. Les cliver, voilà, le phénomène est simple. On prend un couteau, un cristal de gypse, vous voyez, l'acier raye le gypse sans problème. Et là, le cristal qui est compact, néanmoins transparent, eh bien, on va glisser la lame de couteau sur le bord du gypse, et là, on va le découper tout bêtement en deux parties symétriques. C'est ce qui s'appelle un clivage. Donc le clivage brille, on voit bien qu'on a une face parfaitement lisse, ça s'appelle un clivage. Lorsque l'on va cogner sur les feldspaths, c'est ce genre de petits cristaux, on voit qu'il y a des reflets très précis, donc qui sont porteurs de micro-clivages. Ces clivages-là, on va les réduire par percussion pour arriver à les creuser et former des hiéroglyphes. Sur ce hiéroglyphe donc, qui est plus ancien que celui-ci, on voit par contre que les traits sont beaucoup plus marqués, plus allongés, beaucoup mieux définis. Et là, c'est un travail qui n'a pas été fait par percussion. On le voit parfaitement sur ce hiéroglyphe-là. On voit le trait qui fait ces sortes de barques. Donc ça marque bien le tour en laissant un petit relief au milieu. Ça, on sent bien que c'est une pointe minérale qui a frotté, usé la roche jusqu'à arriver à la creuser et à l'amener grande comme ça. Alors, ça paraît toujours simple, mais lorsque l'on voit ce petit bonhomme avec les bras en forme de S, lorsqu'on regarde le serpent qui est ici, pire, le symbole de l'eau ici en forme de dent de scie, c'est un travail absolument hallucinant et qui demande une maîtrise des matériaux et une compréhension de l'échelle des duretés optimisée à son maximum. La pyramide présente plusieurs types de matériaux. Il y a des calcaires, il y a des granites. Et puis, à la base de la grande pyramide, sur tout son pourtour, on trouve des dalles posées au sol, des dalles de couleur noire, dont voici quelques morceaux. Et ces dalles donc, sont formées de tout petits cristaux brillants, qui donnent en fait le nom à la roche qu'on appelle un micro-gabbro. Donc c'est une roche profonde et qui n'appartient pas non plus au contexte géologique de la pyramide. Donc ce sont des matériaux qui ont été apportés en ces lieux et qui ont permis donc d'ajouter aux couleurs qui rehaussaient le blanc de la pyramide. Donc il y avait des recherches de contraste et des recherches de couleurs franches pour permettre de magnifier encore quelque chose qui n'avait, en mon sens, même pas besoin de l'être. Donc, ces basaltes, on croyait avoir affaire à des basaltes, mais une étude a montré qu'en découpant cette roche en lame mince, c'est-à-dire en découpant à la scie diamantée un petit morceau de cette roche, puis en l'appliquant sur une plaque de verre, que l'on a recié à nouveau et aminci à quelques dizaines de microns d'épaisseur, cette roche noire opaque est devenue transparente. Et là, elle nous a révélé sa véritable identité. Donc, il s'agit bien d'un micro-gabbro et non pas d'un basalte.